d'équité environnementale et d'espaces verts dans nos villes. Donc, Yann est professeur au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM et ses intérêts de recherche, ben, sans surprise, l'équité environnementale, infrastructure verte en ville. Elle s'intéresse aussi à la forme urbaine et aux petites et moyennes villes et à l'analyse spatiale. Et elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les petites et moyennes villes en transformation qui vient tout juste d'être lancée, je pense. Voilà. Alors, sans plus tarder, et je vous présenterai notre collègue Mathieu qui va prendre la parole tout de suite après, juste au moment où il prendra la parole. Alors, sans plus tarder, moi, je me tais et on écoute Yann Femme. Merci beaucoup. Merci à Joanne. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est parfait, merci. C'est bon. J'avais fermé mon micro le temps que... C'est bon. OK. C'est bon. Oups. OK, donc bonjour tout le monde. Excusez-moi. Zoom. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à l'ISE et l'ISS d'avoir organisé ce webinaire. Je ne vous vois pas tout le monde encore, mais j'ai hâte de vous voir à la période de questions. Donc aujourd'hui, il me fait plaisir de présenter ce tout nouveau projet où j'ai réalisé avec mon collègue Hugo Lachapelle et notre étudiant Alexandre Rochelot. Un projet sur les ruines vertes à Montréal avec la question centrale étant l'existence d'une inégalité territoriale ou pas dans des ruines vertes à Montréal. Alors, partout dans le monde, plusieurs villes ont des réseaux de ruelles vraiment extensifs. Et depuis quelques années, je dirais depuis 15 ans, il y a des mouvements de revitalisation des ruelles partout, que ce soit au Japon, en Australie, en Europe ou ici chez nous, en Amérique du Nord. Et ces mouvements de revitalisation des ruelles tendent à transformer ces espaces qui étaient souvent des espaces de transport, des lieux d'insécurité, à des espaces vibrants, embellis et verdis. Plus spécifiquement, le programme de ruelles en Amérique du Nord, souvent, il porte le nom de ruelles vertes, comme ce qui est le cas de Montréal, parce que la caractéristique la plus commune de ces programmes de ruelles vertes, c'est de transformer ces ruelles en infrastructures vertes. Et donc, les objectifs principaux de ces programmes souvent s'inscrivent dans le renforcement des services écosystémiques, par exemple en créant plus de biodiversité, en créant plus d'îlots de fraîcheur ou mieux gérer le ruissellement des eaux. En parallèle avec la transformation en infrastructure verte, souvent on voit aussi deux autres objectifs de ces programmes de ruelles, soit l'augmentation de la sécurité routière, notamment pour les enfants, puis aussi la production ou la création des espaces de socialisation pour les résidents locaux. La deuxième caractéristique assez commune, répandue dans ce programme de ruelles en Amérique du Nord, c'est la revitalisation économique. Comme la photo que je montre ici vient d'un programme de Vancouver, on y voit aussi à Toronto, puis dans quelques autres villes aux États-Unis. Le but de ces programmes de revitalisation est d'aider les commerces locaux en créant plus d'espaces de circulation, plus convivial, plus de marchabilité dans ces ruelles, souvent dans les zones de centre-ville. Et la troisième caractéristique en termes de gestion de ruelles vertes en Amérique du Nord, c'est la gouvernance multipartenariale, parce que souvent, il y a toute une panoplie d'acteurs qui participent à la gestion, à l'opération des ruelles vertes. On y voit l'administration municipale, les ONG, même des firmes privées, mais on s'attend surtout à avoir une grande participation de la part des citoyens. Ce concept est nommé
par plusieurs chercheurs comme une citoyenneté active. Donc, on s'attend à avoir une citoyenneté active dans la gestion des ruelles vertes, notamment en Amérique du Nord. Dans le cas de notre ville, Montréal, les ruelles ont été construites en espace de 100 ans environ, entre 1850 et 1950. Ces espaces, ces ruelles ont été toujours des espaces de vie assez importants pour la vie quotidienne, mais qui étaient considérés comme insalubres ou pas trop propres, un peu dangereux. Depuis les années 80, le premier mouvement de revitalisation et d'embellissement de ruelles a été né dans le plateau du Mont-Royal. Et comme ça, on peut dire que les ruelles vertes à Montréal ont été nées beaucoup plus tôt que celles aux États-Unis, qui, eux, sont venues autour des années 90. Alors d'aujourd'hui, on a plus de 350 ruelles vertes à Montréal. Le programme est chapeauté par le regroupement des écoquartiers. Il y a déjà quelques études qui ont examiné ce programme et qui ont démontré que généralement, les ruelles vertes sont très bien appréciées par les résidents locaux. Par contre, il y a quand même quelques lacunes, ou quelques difficultés que les gens rencontrent lors de la gouvernance et la gestion de ces ruelles. C'est que la gouvernance des ruelles vertes varie beaucoup d'un arrondissement à l'autre et la procédure pour l'obtention d'un projet de ruelle est assez longue et complexe. Et pour construire notre projet de recherche, on s'est basé sur le cadre théorique qui s'appelle l'écologie politique. Ce cadre théorique positionne que les aménagements verts ou les ruelles vertes, dans notre cas, sont des produits sont produits par des processus socio-écologiques, mais aussi politiques. Et donc, après ça, on est allé faire une revue de littérature un peu plus détaillée sur les ruelles vertes et sur les aménagements verts en Amérique du Nord en utilisant cette lunette de l'écologie politique. Donc, les ruelles vertes des États-Unis ont des objectifs assez différents et cette variation dans les objectifs vient du fait que le financement public de ces ruelles vertes change de priorité d'une ville à l'autre. Donc, il y a des programmes de ruelles vertes qui mettent plus d'emphase sur la gestion des eaux, mais il y a d'autres programmes qui mettent plus d'accent sur la vie sociale, les interactions sociales au quotidien, etc. Dans d'autres projets d'aménagement vert en Amérique du Nord, on a observé une sorte d'inégalité territoriale dans le sens que ces aménagements verts, comme par exemple les jardins communautaires, le pistes cyclables, les bassins versants communautaires, ont tendance à se concentrer dans certains groupes de quartiers, dans certains types de quartiers. Et donc, ça pose la question sur la possibilité d'exclure certains groupes sociaux. Je vais en parler un peu plus tard dans la discussion de nos résultats. Et aussi, on s'attend à avoir une sorte de variation dans la qualité de ces aménagements, surtout parce que ces aménagements sont basés sur la citoyenneté active ou la participation citoyenne. Comme ce que je vous montre ici, c'est un article de Radio-Canada en 2019 qui a documenté de l'état d'abandon de certaines ruelles vertes à Montréal. Alors, partant avec ces idées, nous nous sommes posés deux questions de recherche, dont la première est la suivante. Dans quel environnement bâti et socio-économique les ruelles vertes de Montréal ont-elles été implantées? Et dans la deuxième question de recherche, on s'intéresse à la variation de la qualité des ruelles vertes. Donc, on se demandait comment la qualité varie-t-elle en fonction de la morphologie des ruelles, des aménagements dans ces ruelles, que ce soit par le programme ou pas, et de l'appartenance à des arrondissements, parce qu'on sait que la gouvernance des ruelles vertes change d'un arrondissement à l'autre. Donc, comme données, on a
utilisé, en fait, on a commencé au mois de juin l'année passée, en 2020. À ce moment-là, il y a la base de données, la carte des ruines vertes du regroupement des écoquartiers. Mais à l'automne 2020, on a vu que la Ville de Montréal a fait une mise à jour de cette carte. Donc, on a utilisé certaines d'autres informations dans la base de données de la Ville de Montréal. On a aussi utilisé les données du recensement 2016 pour caractériser l'environnement socio-économique autour des ruines vertes. L'unité d'analyse de nos données du recensement, c'est des aires de diffusion que je vais expliquer dans pas longtemps. Et enfin, on a fait des visites de terrain, c'est surtout Alexandre qui a fait des visites de terrain, il a visité les 341 ruines vertes. Donc, on a créé une grille d'évaluation qui est composée de 46 items ou 46 caractéristiques, dont je montre ici 6 caractéristiques. Et on a utilisé ces grilles pour recenser toutes les caractéristiques des ruines vertes de notre ville. Et ensuite, on a calculé un score de qualité des ruines vertes. Alors, pour la première question de recherche, où sont trouvées les ruines vertes? On a créé 2 cartes ici. La première carte en orange nous montre le nombre de ruines vertes par aire de diffusion. Et la deuxième nous montre la longueur totale des ruines vertes par aire de diffusion. Et les 2 cartes nous racontent essentiellement la même histoire, c'est qu'on voit tout de suite une large concentration de ruines vertes dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Et ces 2 arrondissements avoisinants, c'est-à-dire le plateau et la partie surtout ouest de Villeray, Parc Extension. Le deuxième poche de concentration de ruines vertes se trouve plutôt dans le sud, le centre-sud, donc dans Ville-Marie et Hochelaga-Maisonneuve. Et le troisième, j'espère que vous voyez, la souris bougeait ici. Ici, c'est le centre, le sud-ouest. Sinon, les ruines vertes se trouvent dans d'autres arrondissements aussi, mais de façon très fragmentée, très dispersée. Alors, si on compte le nombre de ruines vertes par arrondissement, bien, on voit tout de suite que Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est le champion avec 92 ruines vertes en date de juin 2020, suivi par Villeray-Saint-Michel, Parc Extension et le Plateau. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette concentration de ruines vertes? Alors, pour répondre à cette question, on a fait un modèle de régression logistique dont la variable à expliquer, c'est la présence de ruines vertes dans une aire de diffusion. Donc, une aire de diffusion, c'est une unité géographique de Statistique Canada qui contient souvent entre 400 et 600 personnes et qui englobe un ou quelques îlots urbains. Les variables explicatives sont assez nombreuses. On utilise 4 blocs que je vous montre ici. Dans les deux premiers blocs, la densité de population et le revenu, on assumé que ces 2 variables tiennent une relation non linéaire avec la présence de ruines vertes, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir une augmentation de ruines vertes dans les quartiers moyennement denses avec le revenu moyen, donc la classe moyenne, et on s'attend à une chute, une baisse de ruines vertes dans les quartiers pas très denses ou très, très denses, et similairement dans les quartiers de faible revenu et de très haut revenu. Ces 2 variables-là, on s'attendait à avoir une relation, 2 relations non linéaires. Sinon, pour les autres variables, on s'attendait à des relations linéaires. Donc, dans le bloc des variables sociodémographiques, on avait plusieurs variables, par exemple l'âge des personnes, le pourcentage de diplômés universitaires, le pourcentage d'immigrants, le pourcentage de couples avec enfants et le pourcentage de locataires. Et enfin, dans le dernier bloc, on a introduit les variables de l'appartenance à des différents arrondissements dans la ville. Et ici, on tient en compte seulement les arrondissements qui ont au moins une ruine verte.
Alors, la qualité de l'ajustement de notre modèle est, comme je peux dire, faible à modéré, avec le R2, le pseudo R2 de McFadden d'environ 0,19. Maintenant, pour les résultats, on regarde d'abord la densité de population. Donc, on s'attendait à avoir une relation positive avec les quartiers qui ont une densité moyenne. Et donc, effectivement, dans le graphique ici, je montre les cercles ici représentent le nombre de ruines vertes. Et de l'autre côté, le nombre des aires de diffusion qui ont au moins une ruine verte. Donc, on voit que dans le premier quartile de densité de population, on a 32 aires de diffusion. Et ensuite, on a une augmentation de aires de diffusion ayant des ruines vertes dans le quartile 2 et 3 de la densité. Et effectivement, le quartile 2 et 3 de la densité de population ont des relations significativement positives avec la présence. C'est-à-dire que si vous habitez dans le quartier moyennement ou un peu plus dense, vous avez plus de chances d'avoir de ruines vertes. Similairement, on s'attendait à une relation non linéaire avec le revenu et effectivement, comparé à des quartiers de faible revenu, dans les quartiers de moyens revenus, on a plus de chances d'avoir des ruines vertes. Par contre, la chance d'avoir des ruines vertes, elle baisse quand on augmente au-dessus de la moyenne des revenus. Voilà. En termes sociodémographiques, le tableau ici nous montre les relations rouges, des variables rouges, c'est les relations négatives. Alors, à nos surprises, l'âge médian des personnes, c'est-à-dire dans le quartier, l'âge a une relation négative avec la présence des ruines vertes, c'est-à-dire que dans le quartier avec des personnes plus âgées, on a moins de chances d'avoir de ruines vertes. On a aussi moins de chances d'avoir de ruines vertes dans le quartier avec plus de couples avec enfants, ce qui est une surprise pour nous parce que un des objectifs des ruines vertes de Montréal, c'est de créer des espaces sécuritaires pour les enfants. Et la troisième variable négative, c'est le pourcentage d'immigrants récents, que je vais en parler vers la fin de la présentation. Et au contraire, la seule variable positivement corrélée avec la présence des ruines vertes, c'est le pourcentage de diplômés universitaires. C'est-à-dire que si vous habitez dans les quartiers scolarisés, éduqués, vous avez plus de chances d'avoir des ruines vertes. En termes des arrondissements, comme on a pris Rosemont, la Petite Patrie comme la référence, puis c'est l'arrondissement qui a le plus de ruines vertes, évidemment, toutes les autres variables tiennent une relation négative avec la présence de ruines vertes. Par contre, il y a 3 arrondissements qui ne sont pas significatifs. C'est-à-dire qu'en prenant compte de la densité et les variables socio-économiques démographiques, on a 3 arrondissements qui sont équivalents de Rosemont-la-Petite-Patrie en termes de présence de ruines vertes. Il s'agit du sud-ouest, de Verdun et Villeray-Saint-Michel par extension. Pour la deuxième question de recherche sur la qualité des ruines vertes, rapidement, je vous montre un peu la grille d'évaluation qu'on a utilisée. Dans cette grille, on a divisé les caractéristiques de ruines vertes en 4 blocs. Le premier bloc, je suis désolée, c'est en anglais, parce qu'on a fait un article, on a soumis un article récemment avec ces résultats. Donc, dans le premier bloc sur le verdissement, on a plusieurs items et on a plusieurs ruelles vertes qui se trouvent avec beaucoup d'aménagements, beaucoup de mesures de verdissement et de paysagistes. Au contraire, si on regarde la gestion de l'eau ici, on a seulement 4 mesures pour la gestion des eaux et on a moins de 20% des ruines vertes qui ont eu ces mesures. Donc, selon les photos ici montrent quelques exemples de ruines vertes qui ont reçu des mesures pour une meilleure gestion des eaux. Puis, on peut voir que ces travaux-là sont quand même coûteux et qui peuvent affecter la structure des ruines vertes.
des ruelles en général. Donc, peut-être c'est à cause de ça que les aménagements pour la gestion de l'eau sont beaucoup moins présents dans les ruelles vertes de Montréal. Oh, pardon. Oups. Pour la sécurité routière, on a quand même plusieurs caractéristiques, plusieurs mesures qui ont été installées, ce qui est une bonne nouvelle, mais on a quand même moins en termes de ruelles vertes qui ont ces mesures. Elles sont beaucoup moins nombreuses que ceux qui ont eu des mesures, des aménagements de verdissement. Pour le quatrième bloc, en termes d'aménagement dans ces ruelles vertes, mais on voit qu'il y a quand même, il y a quand même plusieurs mesures en termes d'appropriation et gestion par les résidents. On a environ 50% en moyenne de ruelles vertes qui ont eu ces mesures en termes pour mieux gérer et s'approprier des ruelles vertes. Alors, en termes de score de qualité, le minimum qu'on a obtenu, c'est 1, puis le maximum, c'est 29. Et on peut voir des grands contrastes dans la qualité des ruelles vertes dans les 341 qu'on a recensées l'été passé, comme ce que je montre ici dans les deux photos. Alors, pour expliquer le score de qualité de ces ruelles vertes, on a utilisé un autre modèle de régression avec la variable à expliquer étant le score de qualité. Et maintenant, l'unité d'analyse est les ruelles vertes. On utilise plusieurs variables explicatives, dont le premier bloc de variables explicatives est le phasage du programme. Et dedans, on a deux variables, dont l'âge des ruelles vertes et la présence de la phase d'amélioration de la ruelle verte. On a aussi inclus plusieurs variables qui caractérisent la morphologie de chaque ruelle, c'est-à-dire la forme de ruelle, comme je vous montre dans la carte ici, la forme I, la forme H et la forme T. On a aussi regardé la profondeur des cours, le type de maisons qui sont au bord des ruelles. Et enfin, on a intégré dans notre modèle de régression des aménagements reçus dans ces ruelles, que ce soit par le programme de ruelles vertes ou juste en aménagement général, comme par exemple le stationnement. Et enfin, on a aussi inclus l'appartenance à des arrondissements pour expliquer la qualité des ruelles vertes. Le R2 ajusté est environ 0,38, donc c'est une relation, une qualité modérée dans notre régression. Alors, maintenant, en termes des résultats de régression, alors on voit que dans le phasage, la variable qui est significative, c'est la présence de la phase 2, c'est-à-dire que quand une ruelle reçoit une phase 2, sa qualité tend à augmenter et c'est une relation significative très significative. Maintenant, en termes de morphologie, comparé, si on regarde par exemple la forme I donc, a une relation négative. C'est-à-dire que si une ruelle a une forme I, elle a tendance à avoir une pire qualité comparée à des ruelles T ou H, ce qui est normal parce que souvent les ruelles T ou H sont plus résidentielles, donc il y a moins de commerce et peut-être il y a plus d'entretien dans ce genre de ruelles vertes. On voit aussi que le fait d'avoir des cours résidentielles profondes aide aussi à augmenter la qualité des ruelles vertes. Puis on suppose que c'est parce que souvent dans les cours profondes, il y a plus d'arbres et plus de buissons ou peut-être le fait qu'on entretient la cour fait qu'on va entretenir mieux la ruelle. Et enfin, en termes de morphologie, de type de logement, les ruelles qui ont plus de blocs d'appartements en 4 étages et plus ont une pire qualité. En termes d'aménagement reçu dans ces ruelles vertes,
on voit que la présence des bancs, pardon, le nombre de bancs et le nombre de des surfaces perméables tend à augmenter la qualité des ruines vertes. Et on a vu dans les corrélations que je ne peux pas montrer ici à cause du manque de temps, c'est que souvent ces deux mesures sont fortement liées avec d'autres caractéristiques, comme par exemple le verdissement, comme l'appropriation, comme la sécurité routière. Au contraire, le nombre des places de stationnement tend à faire baisser la qualité des ruines vertes, ce qui est compréhensible parce que souvent, quand on a plus de stationnement, bien, on a moins d'espace pour verdir, pour embellir ou pour créer des espaces de jeu dans ces ruelles. Maintenant, pour les arrondissements, le dernier bloc de variables, on voit que comparé à la qualité des ruines vertes de Rosemont-la-Petite-Patrie, toutes les autres variables, tous les autres arrondissements tendent à avoir une relation négative avec la qualité des ruines vertes. Par contre, on voit encore Villeray-Saint-Michel Parc Extension qui n'est pas significatif. C'est-à-dire qu'en contrôlant pour la morphologie, pour le phasage et pour les aménagements reçus, Villeray, Saint-Michel Parc Extension performe aussi bien que Rosemont en termes de qualité des ruines vertes. Alors, pourquoi les arrondissements sont-ils aussi importants dans nos modèles de régression? C'est sûr que notre étude est plutôt quantitative, on n'a pas fait d'entrevue, mais on a fouillé un peu dans les archives, dans les études précédentes pour essayer d'expliquer ce phénomène. Donc, on sait que les ruines de Montréal, en fait, on a vu que certains arrondissements ont plus de chances d'avoir des ruines et donc plus de chances d'avoir des ruines vertes. Il s'agit des arrondissements qui ont été construits, qui ont été développés avant 1950 parce qu'on sait que la construction des ruines a été arrêtée autour de 1950. Mais en plus de ça, on sait que la gestion des ruines vertes est très différente d'un arrondissement à l'autre. Dans plusieurs arrondissements, la gestion du programme est gérée par l'écoquartier de l'arrondissement, mais aussi on sait que d'autres arrondissements travaillent en collaboration avec d'autres organismes. Par exemple, Rosemont-la-Petite-Patrie travaille avec Nature Action Québec. Un autre organisme qui est actif dans deux autres arrondissements, c'est Ville-en-Vert. Et on sait que l'Alliance de ruines bleues et vertes est aussi active dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Donc, cette panoplie d'acteurs joue probablement sur la variation de la présence des ruines, mais aussi sur la qualité des ruines vertes à travers la ville de Montréal. Et enfin, on sait que les arrondissements à Montréal sont des entités politiques, dont probablement les orientations politiques des partis au pouvoir de ces arrondissements ont une certaine influence sur le programme de ruines vertes. Le deuxième point que j'aimerais discuter ici, c'est les facteurs sociodémographiques qui sont favorables à la présence des ruines vertes. Ce qu'on a démontré dans notre projet, c'est que les quartiers habités par la classe moyenne, bien scolarisée, jeunes, mais moins immigrants récents, ont tendance à avoir plus de chances d'avoir de ruines vertes. Et ce phénomène est très, très courant dans la littérature qui porte sur les aménagements verts, que ce soit les potagers, les pistes cyclables, les bassins versants communautaires. C'est toujours cette classe moyenne, bien scolarisée et jeune. Pourquoi? C'est parce que cette classe-là s'adhère à des valeurs environnementales qui sont promues, qui sont reconnues dans ces aménagements verts. Ils ont aussi une bonne capacité de se mobiliser, de naviguer dans tous les processus, dans les procédures de la gestion de ces aménagements verts. On a spéculé aussi que peut-être la procédure assez complexe de ces aménagements
exclut les groupes qui ont moins de temps. Par exemple, on pense à des parents qui ont des enfants, comme ce qu'on a vu dans la régression. Puis aussi, ça se peut que ces quartiers-là, c'est pas accessible pour les groupes défavorisés, les groupes de faibles revenus. Donc, c'est pour ça qu'on voit moins de ruines vertes ou d'aménagements verts dans les quartiers de faibles revenus. En termes de qualité de ruines vertes, à notre surprise, la gestion des eaux, un des objectifs les plus importants du programme à Montréal, est beaucoup moins fréquente dans les ruines vertes. Mais la ville a fait beaucoup d'efforts pour améliorer la sécurité routière, notamment dans les ruines qui ont beaucoup de stationnement. On a vu une corrélation entre sécurité routière et stationnement. Et le stationnement est un facteur très influent pour expliquer la qualité des ruines vertes, ainsi que la présence de la phase 2, la phase d'amélioration. Alors, pour conclure, est-ce qu'il y a une inégalité dans la répartition des ruines vertes? Je dirais que oui, parce qu'on en voit moins dans les quartiers défavorisés, mais ce n'est pas une inégalité très criante. Par contre, si on veut améliorer cette répartition, si on veut que ça soit plus équitable, bien, il faut avoir des mesures pour augmenter ou faciliter l'obtention des projets de ruines vertes dans les quartiers défavorisés. Et on pense ici au concept de l'équité compensatoire. C'est un concept qui était longtemps intégré dans la planification. Et l'exemple que je montre ici, c'est le mouvement de bassin versant communautaire à Portland qui a réussi à intégrer des critères d'équité dans leur programme de bassin versant. Et aussi, il faut penser les ruines vertes. Vraiment, si on veut que ce soit des infrastructures vertes, il faut vraiment penser plus stratégiquement en connectant ce programme avec d'autres formes de planification d'infrastructures vertes à l'échelle de la ville, mais peut-être aussi à l'échelle métropolitaine. Et mon dernier mot, c'est pour la pandémie, évidemment. On a vu que l'été passé, il y a une multiplication de ruines vertes à Montréal, ce qui est très compréhensible parce que c'est un contexte où on ne pouvait pas voyager, où les ruines vertes étaient un espace vraiment agréable pour la vie quotidienne. Et on s'attend que ça va augmenter, on va avoir plus de ruines vertes cette année, mais on va espérer que cette répartition de ruines vertes sera plus équitable à travers la ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était fort intéressant. Je suis convaincue qu'il y a des tas de gens qui ont déjà des questions, mais avant de prendre les questions, on va entendre quelqu'un d'autre nous parler d'équité territoriale. Donc, Mathieu Philibert, qui est professeur au département de sexologie de l'UQAM, qui est épidémiologiste et géographe de formation, qui fait des recherches sur les facteurs socio-environnementaux qui influencent la santé et les comportements liés à la santé. Il s'intéresse en particulier aux facteurs qui produisent des disparités sociales dans les états de santé, les habitudes de vie et la participation sociale. Je pense que ça résume assez correctement, Mathieu. Mais surtout, je vais me taire et te donner la parole pour que tu nous parles toi aussi d'équité environnementale. Oui, c'est ça. Excusez, j'étais un peu mêlée dans mes propres propos. Alors, on t'écoute. Bonjour, merci beaucoup, Joanne. Bonjour tout le monde. C'est un peu bizarre, c'est ma première conférence en temps de pandémie. Je vois plein de noms, mais je ne vois personne. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si vous ne m'entendez pas ou quoi que ce soit, j'ai eu des problèmes de connexion dernièrement, je vais fermer ma caméra pour faciliter. En tout cas, si s'il y a effectivement des problèmes, je fermerai ma caméra. Donc, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est
En fait, le fruit d'une étude qui a été menée au cours des dernières années avec un financement du consortium Ouranos qui qui finance en fait de la recherche, notamment dans la lutte au changement climatique. Et donc, le projet vise à évaluer l'influence des espaces verts sur la santé mentale dans les espaces urbains. Le lien avec les changements climatiques, en fait, c'est qu'on sait que les espaces verts ont un rôle bénéfique pour lutter contre les changements climatiques, notamment les îlots de chaleur en milieu urbain. Par contre, en termes de santé mentale, on ne connaît pas beaucoup l'impact des parcs au Québec sur la santé mentale. Il y a eu quelques études qui sont arrivées avec des résultats parfois contradictoires, mais bref, il n'y avait jamais eu d'études qui avaient été faites sur l'ensemble du territoire québécois pour évaluer la relation entre l'accessibilité aux espaces verts et la santé mentale et le bien-être. Et c'est ce qu'on a fait avec ma collègue Jeannie Houle et d'autres collègues depuis quelques années. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un volet de notre étude, c'est l'enquête qu'on a fait auprès d'un certain nombre de personnes réparties dans différents milieux du Québec. On avait deux objectifs, en fait. Le premier, je viens de le mentionner, en fait, c'est d'évaluer la relation entre les espaces verts et la santé mentale. Ici, par espace vert, on s'est intéressé à deux choses. On s'est intéressé à la couverture végétale, donc la présence d'arbres dans les rues, et l'accessibilité au parc. Et donc, le deuxième objectif, c'est de voir comment la contribution de certains facteurs, en fait, le stress, la socialisation et l'activité physique, comment ces facteurs-là pourraient expliquer la relation entre les espaces verts et la santé mentale qu'on présume observer. Et donc, notre premier objectif, essentiellement, on peut l'illustrer comme ça, donc décrire la relation entre l'exposition aux espaces verts, la santé mentale et le bien-être. Et le deuxième objectif, c'est de voir, en fait, comment le stress, la socialisation et l'activité physique participent à la santé mentale et au bien-être, mais sont en fait ce qu'on appelle des médiateurs de l'influence des espaces verts sur la santé mentale et le bien-être. On sait donc que le stress a un effet négatif sur la santé mentale, la socialisation a un effet positif, tout comme l'activité physique. Et on sait aussi que dans certaines études, en fait, on montre que l'exposition à la végétation a un effet positif sur la réduction du stress. La fréquentation des parcs incite les gens à la rencontre, à socialiser et aussi incite les gens à l'activité physique et pas nécessairement une activité physique organisée. Là, la marche, une activité, le transport actif, par exemple, en font partie. Donc, la première chose qu'on a dû faire, en fait, c'est d'abord de mesurer cette accessibilité aux espaces verts. Je vais vous le présenter dans 2 secondes. Et on est allé donc en 2 étapes. La première, l'accessibilité aux espaces verts. La deuxième, on a fait une enquête au sein de la population. Et là, on s'est intéressé à plusieurs choses, notamment la santé mentale. On a utilisé des instruments de mesure pour évaluer la présence de symptômes d'anxiété, de dépression, le bien-être hédonique, qui est lié au plaisir, et le bien-être eudémonique, le sens de la vie. Et on a aussi questionné les gens sur la fréquence à laquelle ils vont au parc lorsqu'ils y vont. On a mesuré le stress, différentes mesures de socialisation et d'activité physique, et bien sûr, certaines variables sociodémographiques, l'âge, le genre, etc. Donc, pour notre première étape, pour définir nos espaces verts, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, on l'a fait de 2 façons. D'abord avec une couverture végétale. On a utilisé des images satellites Landsat avec ce qu'on appelle le NDVI. En fait, ce qu'on obtient avec ça, c'est une lecture de la densité de la couverture végétale, si on veut, à partir d'une image satellite. Deuxième chose, on veut cartographier les parcs pour en évaluer l'accessibilité. Or, on se rend compte que ça n'existe pas, des cartes pour l'ensemble des parcs au Québec. Donc, on a dû créer nous-mêmes notre couche de cartes, notre carte de parc, pardon. Et donc, la façon dont on s'y est pris, c'est plusieurs villes du Québec, parmi les plus grosses notamment, diffusent sur des plateformes de données ouvertes là,
la cartographie de leur parc. Donc, pour ces villes-là, on a utilisé directement la cartographie qu'elles nous fournissaient des espaces verts, des parcs publics. Pour les autres villes, là, on a combiné l'indice de végétation avec de l'information sur l'utilisation du sol, hein, pour savoir si c'est une utilisation résidentielle, récréative, etc., etc. On s'intéressait spécifiquement à une classification en espaces verts. On voulait combiner ça avec l'indice de défavorisation, l'indice de végétation. Et on a aussi intégré dans cette analyse-là des données de OpenStreetMap où on peut localiser des parcs. Et donc, avec toutes ces informations-là, on a produit une carte de parc pour l'ensemble des villes, donc les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement du Québec. On a par la suite fait une validation visuelle avec Google Street Maps pour s'assurer que chacun des parcs correspond bien à un parc. Donc, il y a eu beaucoup de travail et on comprend mieux après ça pourquoi il n'y avait pas de couche de cartes sur les parcs pour l'ensemble du Québec. Donc, notre population qu'on cible ensuite par l'enquête, c'est la population urbaine. On sait qu'au Québec, on a 80% de la population qui vit en milieu urbain. Ça représente un peu moins de 7 millions de personnes sur un territoire de 20 000 km². Et dans la grande région de Montréal, uniquement, on retrouve à peu près la moitié de la population du Québec. Donc ici, c'est une petite carte faite rapidement pour illustrer en orange, en fait, les espaces, les villes donc, qui ont fait l'objet de notre enquête, pour lesquelles on a cartographié les parcs, mais aussi sollicité des personnes pour participer à l'enquête. Et donc, cette enquête-là, dans notre deuxième étape, c'est une enquête qui a été faite par questionnaire en ligne sur Internet. On a distribué des invitations postales à un grand nombre de domiciles à travers le Québec dans des territoires qu'on a choisis aléatoirement, mais avec une stratification socio-économique et géographique. C'est-à-dire qu'on choisissait au hasard des petits territoires. Yann y a fait référence tout à l'heure, les aires de diffusion, à l'intérieur desquelles on allait distribuer des invitations à participer. Ces aires de diffusion-là ont été choisies de manière à assurer une diversité de milieux sur le plan socio-économique, dont on a utilisé le quartile de revenus moyens, et aussi de types de villes. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc en ligne, là, les types de milieux, bien, on a en fait isolé les quartiers centraux de la région métropolitaine de Montréal. Ensuite, on a fait une autre catégorie pour la périphérie, en fait, de la région métropolitaine de Montréal. Une troisième catégorie, c'est l'ensemble des autres régions métropolitaines au Québec, par exemple Québec, Sherbrooke, etc., Trois-Rivières. Et ensuite, les agglomérations de recensement qui sont les villes de taille moyenne. Et on a réussi, avec ces invitations-là, à obtenir la participation de près de 2500 personnes. Donc, je vais passer rapidement aux résultats. Ici, ce que j'ai oublié de mentionner, en fait, c'est on a le code postal de nos répondants et donc, on va associer les réponses des gens qui nous donnent sur, par exemple, leur fréquentation des parcs, leur état de santé mentale, le stress, etc. On va associer ces réponses-là par le code postal des gens à une mesure d'accessibilité au parc. Là, ce que je vous présente ici, c'est la mesure d'accessibilité qu'on a retenue, c'est le fait de vivre à moins de 10 minutes à pied d'un parc. C'est un choix qui a été fait. On a comparé plusieurs types de mesures. Je pourrais y revenir si certaines d'entre vous ont des questions. Et pour travailler à l'échelle du Québec, ça nous semble être celle qui est la plus performante, en fait, pour bien saisir la fréquentation réelle que font les gens des parcs. Donc, on retient ici comme mesure d'accessibilité le fait de vivre à moins de 10 minutes à pied d'un parc. Et donc, on constate ici que dans notre enquête, les répondants qui vivent à moins de 10 minutes à pied d'un parc ont tendance en moyenne, c'est ce qu'on voit ici à droite, ont tendance en moyenne à rapporter des symptômes dépressifs dans une proportion plus petite. On est à peu près à 12% de la population, alors que de notre échantillon, pardon, pas de la population, alors que les répondants de notre échantillon qui sont situés à plus de 10 minutes d'un parc, eux, sont autour de 16%. Donc, on est à peu près là, à 1,5 fois le risque ici là, de symptômes dépressifs. La différence est encore plus importante pour les symptômes anxieux. On voit ici une différence du simple au double, encore une fois.
Et par contre, le fait de vivre à moins de 10 minutes d'un parc n'est pas associé aux indicateurs de bien-être. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a travaillé avec santé mentale, donc dépression, anxiété, ce que je viens de présenter, et 2 mesures de bien-être, bien-être hédonique et eudémonique. Et là, le fait de vivre à moins de 10 minutes à pied d'un parc, ce n'est pas associé à ça. On a aussi mesuré, je l'ai mentionné plus tôt, l'exposition aux espaces verts par la couverture végétale avec les images satellites. Et là, on se rend compte que non, on n'a pas trouvé d'association. Mais par contre, on observe que les gens qui vivent à moins de 10 minutes à pied d'un parc, on observe une légère différence à leur avantage en matière de bien-être attendez, le bien-être eudémonique. Mais ce n'est pas tout à fait significatif. C'est pour ça que je ne l'ai pas indiqué ici. Maintenant, une autre chose qui nous intéressait, c'est de voir, en fait, est-ce que l'accessibilité au parc est associée à la fréquentation des parcs? Eh bien, oui. Hein, on voit ici là, que les gens qui résident à moins de 10 minutes vont dans une proportion beaucoup plus grande, donc 45% versus à peu près 35%, vont fréquenter un parc au moins une fois par semaine. J'ai oublié de mentionner, les analyses que je présente ici ont été faites avec des modèles multiniveaux qui ajustent pour l'âge, le genre, le type de milieu et le niveau socio-économique. Par contre, le fait de vivre à moins de 10 minutes d'un parc ne serait pas associé à nos médiateurs, c'est-à-dire l'activité physique, la socialisation ou le stress. Le niveau de végétation, lui, serait associé à une diminution du niveau de stress. Maintenant, est-ce que le fait de fréquenter un parc, hein, pas juste d'être proche, mais de le fréquenter, est associé aux symptômes dépressifs? Bien là, oui, hein, on le voit ici. Donc, ceux qui fréquentent souvent, au moins une fois par semaine, ont en moyenne, je m'excuse, les chiffres ne sont pas là, mais ont beaucoup moins de symptômes dépressifs, c'est-à-dire la prévalence des symptômes dépressifs est beaucoup moins dans ce groupe-là qu'elle l'est dans les autres. Et on voit aussi la même chose pour les troubles anxieux. Et là, je le mets ici, c'est la même chose aussi pour les indicateurs de bien-être, d'activité physique, de stress et de socialisation. Autrement dit, la fréquentation des parcs a un effet bénéfique sur à peu près tout ce qu'on observe. Dernier élément avant de conclure, c'est au niveau des inégalités sociales. En fait, ce qu'on a pu observer ici, bien que la tendance ne soit pas parfaitement linéaire, comme on aurait pu s'y attendre, c'est que ici, c'est la proportion de personnes qui vivent à moins de 5 minutes d'un parc dans chacun des niveaux de la défavorisation sociale, matérielle au Québec, dans les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement. Donc ici, on n'est plus tout à fait dans nos données d'enquête. Ici, on est vraiment là, dans la distribution de l'ensemble de la population du Québec à travers les niveaux de défavorisation, c'est-à-dire c'est un indice composite qui décrit encore une fois les aires de diffusion, donc les petits territoires auxquels Yann a fait référence tantôt, 4 à 600 personnes. Donc, il les catégorise du plus au moins défavorisé en considérant simultanément la scolarité, l'éducation et l'emploi. Et donc, de gauche à droite, on va de plus défavorisé à plus favorisé. Donc, le niveau socio-économique augmente de gauche vers la droite. Et ce qu'on voit ici, c'est une légère tendance dans chacun des groupes, la proportion des gens à l'intérieur du groupe qui vivent à moins de 10 minutes à pied d'un parc. Donc, on voit ici une légère tendance, sauf pour le deuxième quintile ici, une légère tendance à l'augmentation dans la proportion de personnes qui vivent à moins de 10 minutes à pied d'un parc selon le niveau socio-économique. Je vois le temps qui passe, je me rends compte que je suis allé un petit peu vite. J'arrive déjà à ma dernière diapo, où je vous présente essentiellement là, nos résultats, qu'est-ce qu'on a observé. Bien, la proximité d'un parc est associée à la santé mentale, hein, ça on l'a vu. La proximité d'un parc est aussi associée à la fréquentation des parcs. On sait par ailleurs que la fréquentation des parcs, pas juste on le sait, on l'a observé. Je ne vous ai pas montré toutes les informations parce que, bon, des fois, il y a ça s'exprime sur des unités de mesure, des fois, qui sont peut-être pas très parlantes. L'activité physique, par exemple, sur une échelle, mais
les différences sont importantes, toujours à l'avantage de la fréquentation au moins une fois par semaine des parcs. Et donc, les différences sont marquées sur à peu près tout ce qu'on a observé. Donc, les mesures de santé mentale, les indicateurs de bien-être, la mesure de l'activité physique, la mesure de la socialisation. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, on a utilisé ici le Brief Sense of Community Index et le stress que les gens déclarent. Et en termes d'inégalité sociale, bien, on observe en fait que, c'est ce que je montrais à mon avant-dernière diapo, que la proportion de personnes qui vivent à moins de 10 minutes à pied d'un parc, donc pour qui le parc est particulièrement accessible, bien, cette proportion-là tend à augmenter au fur et à mesure que le niveau socio-économique augmente à peu près. Et donc, ça suggère ça que les populations les plus défavorisées seraient désavantagées dans la capacité à profiter en fait des bénéfices des parcs et notamment par leur fréquentation. Voilà, ça conclut cette présentation. J'ai fait ça short and sweet pour nous laisser du temps là, pour en discuter. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Mathieu. Encore une fois, c'est fort intéressant et je pense qu'au moins des deux présentations, on voit bien que de verdir la ville, ça ne rend pas service à tout le monde de la même manière. Je pense qu'on pourrait dire ça. Donc, j'inviterai les personnes, on va rendre vos micros accessibles, mais je vous invite aussi, on est une 60aine de personnes en ligne, vous pouvez écrire vos questions dans la conversation de Zoom et je peux les lire à voix haute ou vous pouvez tout simplement demander la parole. Peut-être comme on est plusieurs, peut-être en utilisant le lever de la main, la petite main qu'on peut lever pour attirer l'attention de l'animatrice parce que je ne peux pas voir vos petites boîtes tout en même temps. Et vous allez pouvoir aussi normalement ouvrir vos caméras. Donc, si vous avez envie qu'on vous voit, ça nous ferait plaisir de vous voir. Si vous n'êtes pas en train de dîner, que vous n'avez rien à nous cacher. Bonjour, voilà, il y a des gens qu'on commence à voir. Ah oui, tiens, bonjour Hugo, qui est le co-auteur de l'étude. Voilà. OK. Alors, est-ce que j'ai des questions venant de votre groupe? Oui. Charlotte, est-ce que vous essayez de lever la main? Ben, allez-y. Votre micro est éteint. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, on va vous entendre. Allez-y. Bonjour tout le monde. Moi, je suis une citoyenne de Brossard. J'ai 74 ans, bientôt 75. Pour m'évader de la propriété où je demeure, je vais dans un camping. Je passe l'été dans un camping. Il y a énormément de verdure, de tranquillité et ça fait énormément de bien. Ce que je me rends compte, ici à Brossard, en tout cas, on a quand même assez de beaux parcs, mais je trouve qu'ils sont très peu fréquentés. Dans le fond, là, je pense que l'impression d'être chez nous, c'est toujours la meilleure. Et il faut s'approprier du parc pour se sentir vraiment bien. Donc, moi, ce que je propose plutôt, c'est qu'on continue de verdir, c'est qu'on continue d'avoir des parcs, mais quand je suis allée à Vancouver, j'ai agréablement vu que les cours avant sont très, très aménagés, même qu'on peut avoir une haie directement en bordure de la rue, c'est-à-dire en bordure du trottoir, où ça nous garde notre intimité. Je trouve qu'ici, au Québec, en Amérique du Nord, on a tendance, en tout cas, à ne pas profiter au complet de la cour avant et de la cour arrière. Donc, moi, je trouve que l'urbanisme devrait plutôt s'améliorer dans le sens de changer les règles
et de nous permettre d'utiliser nos couramment, pas juste pour planter des légumes. Oui, il faut en planter, mais accepter qu'il faut en avoir, il faut être capable de rendre invisible la rue, de rendre invisible la circulation pour se sentir dans un environnement qui est vraiment verdâtre, puis ça nous donne l'impression d'être ailleurs. Donc, c'est mon opinion. Donc, c'est une suggestion. Peut-être que je demanderai à Yann ou à Mathieu. Et Mélissa, j'ai vu votre main. Alors, je vais prendre votre question tout de suite après. Mais peut-être je demanderai à Yann ou Mathieu si vous avez vu des choses de cet ordre-là dans vos études ou si vous avez une réaction à ce commentaire ou à cette suggestion, une idée de faire une prochaine étude, Mathieu. Je pense que c'est intéressant, en fait, de penser à l'espace proche en termes de paysage et de ce qu'on peut, l'impact que ça peut avoir sur notre façon d'interagir et même d'en profiter. Hein. Vous parlez donc, Mme Terrien, que j'ai perdu, je pense. Vous parlez là, de comment ça... Ah, je vous vois. À Vancouver. Vancouver est effectivement une très belle ville, bien verdie. Il y a une chose, par contre, qu'on n'a pas pu évaluer dans notre étude, nous, c'est le trajet pour se rendre au parc. Est-ce qu'il y a des espaces, est-ce qu'il y a, par exemple, des trajectoires qui sont plus propices? Si votre parc, vous devez longer un grand boulevard, vous aurez peut-être moins tendance à y aller avec des enfants que si vous passez par des petites rues bien verdies, justement, etc. Donc ça, je pense que c'est un aspect effectivement important à prendre en compte. Mais malheureusement, dans le cadre de notre étude, nous, on n'a pas pu le faire. Mais j'aurais tendance à penser que ça a un effet et de façon générale aussi sur le bien-être. OK. J'ai Mélissa Le Guerrier qui a levé la main et je veux juste signaler qu'il y a une question dans la conversation à laquelle tu as pratiquement répondu au moment où la question a été posée relativement à l'accessibilité au parc. Donc, je ne sais pas, il y a des gens qui étaient... Mélissa, c'est à vous? Oui, merci. Donc, premièrement, merci pour vos belles présentations. Moi, j'ai deux petites questions en ce qui concerne la première présentation de Mme Yen Pham. Donc, ma première question, c'est sachant qu'il y a des arrondissements dans Montréal qui ont une morphologie différente, en fait, il y a des arrondissements qui ont comme pas de ruelles tout court. Avez-vous pris en compte, en fait, les différents secteurs des arrondissements ou, est-ce que vous avez exclu carrément certains arrondissements dans votre étude, sachant qu'il n'y a pas de ruelles, donc pas d'opportunité pour avoir des ruelles vertes? Donc, c'est ça ma première question. Puis, ma deuxième question aussi, c'est au niveau du critère de la gestion de l'eau. J'ai vu que les images que vous avez mises, c'était des excavations qui ont été faites dans le milieu de la ruelle. Est-ce que vous avez pris en compte toute forme d'excavation ou c'était vraiment juste s'il y avait une excavation au centre ou en fait, comment je suis juste intéressée à savoir quels étaient les aménagements qui étaient considérés là, qui participaient à la gestion de l'eau. Donc, voilà. Merci. Merci, Yann. Oui, merci beaucoup, Mélissa, pour les questions. En fait, pour la première question, oui, on n'avait pas la carte des ruelles parce qu'au début, justement, on voulait contrôler pour la forme urbaine. Mais comme on n'avait pas la carte des ruelles, on a essayé de contrôler pour la forme urbaine en introduisant la densité de population. Parce qu'on sait que souvent, les quartiers centraux sont denses et souvent plus anciens, donc plus de chances d'avoir de ruelles en général. Mais c'est ça, malheureusement, on n'a pas la donnée des ruelles. Et on a exclu les arrondissements qui n'ont pas de ruelles vertes parce que ça a introduit beaucoup de bruit dans les données. Pour la deuxième question, oui, pour la gestion de l'eau, on a peut-être
on a regardé 4 mesures ou 4 aménagements, dont les 2 que je vous ai montrés, et en plus du drainage, les égouts. Donc oui, effectivement, essentiellement, les aménagements pour la gestion de l'eau sont en lien avec le travail d'excavation au milieu de la ruelle. C'est ça. Il y a beaucoup de ruelles vertes qui ont un système d'égout, mais on pense que ces égouts-là existaient avant le programme de ruelles vertes. OK. C'était juste pas, c'est ça, par curiosité, parce que en fait, dans Rosemont, la petite patrie, plusieurs des ruelles vertes ont aussi des plates-bandes en bordure de la ruelle. Donc, c'était juste par curiosité de voir si ça aussi, ça a été considéré dans la gestion des eaux, parce que je peux vérifier autant qu'une ruelle, qu'une allée centrale, par exemple. Mais merci, ça répond parfaitement à mes questions. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question de Daniel Vanier. Bonjour. J'ai 2 éléments à soulever comme question. Je voudrais savoir de la part de Mme Pham la relation qu'il y a entre les espaces verts qu'il y a dans un arrondissement et le lien avec les ruelles vertes. Si un arrondissement a beaucoup d'espaces verts, y a-t-il plus de ruelles vertes ou le contraire? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est plus sur la morphologie. Le milieu récepteur, c'est-à-dire la ruelle qui va devenir verte. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certains problèmes, certaines contraintes par, bon, vous l'avez souligné tantôt, par les aires de stationnement, mais également aussi, il y a toute la question des garages. Il y a beaucoup de ruelles qui ont beaucoup de garages dont les propriétaires veulent continuer à utiliser, et également les hangars, parce que les hangars, ça existe encore, malheureusement, mais c'est un problème aussi qui fait qu'on a moins d'espace à aménager et à faire un meilleur aménagement de qualité. Avez-vous vu cette distinction-là dans votre étude au niveau de la relation là, pour la qualité des ruelles vertes? C'est tout. Merci. Alors, Yann. Merci beaucoup. En fait, la première question, là, je regarde mon collègue Hugo parce que c'est notre prochain projet. C'est justement, on s'est posé cette question. Est-ce que les arrondissements ou les quartiers plutôt, qui ont des ruelles vertes, ont aussi des quartiers très verdoyants, ont aussi des quartiers avec beaucoup de parcs, beaucoup de services à proximité, beaucoup de pistes cyclables? Moi, mon impression, c'est oui, mais je n'ai pas pu le vérifier avec les données parce que les études précédentes ont montré que souvent, tous ces aménagements qui tendent à améliorer la qualité de vie sont tous se concentrer dans certains types de quartiers. Cela dit, cette littérature-là relève beaucoup des États-Unis, qui est un contexte sociopolitique complètement différent du nôtre. Donc, on va vous répondre peut-être l'année prochaine pour la première question. Pour la deuxième question, en termes de morphologie, on n'a pas recensé des garages ni des hangars, mais on avait remarqué s'il y avait beaucoup de commerce ou pas, parce qu'on a observé juste par intuition ou par observation dans la vie quotidienne que quand il y a plus de commerce, souvent il y a plus de déchets et c'est moins entretenu. Mais malheureusement, c'est ça, on n'a pas recensé les garages ni de hangars. OK. Merci beaucoup, Yann. J'ai une autre question aussi. Bon, vous avez un remerciement, M. Vanier, parce qu'il y avait une autre personne qui avait la même question que vous. J'ai une question de Geneva pour Yann, toujours. Elle voudrait savoir si la forte présence de ruelles vertes tenait compte des connaissances en environnement des résidents. Encore une question difficile. En fait, oui, les connaissances ou l'adhésion à des valeurs écologiques faisait partie de nos hypothèses, mais on ne
pouvait pas mesurer ses connaissances par les données du recensement. C'est pour ça qu'on a utilisé un peu des proxys, des variables qui sont souvent corrélées avec l'attitude environnementaliste. Donc, souvent, c'est l'éducation, c'est le revenu. Mais dans la phase qu'on va faire cet été, dans la suite de ce projet, on va faire un sondage. En fait, c'est mon collègue Hugo qui va mener un sondage dans lequel on va poser des questions au niveau des individus. Donc, c'est là où on va avoir des réponses ou des explications sur les relations statistiques beaucoup plus concrètes puis plus solides. Donc, l'année prochaine. Merci. Donc, il va falloir vous réinviter l'année prochaine, si je comprends. J'ai une question de Mélodie. Oui, bonjour. Merci pour les présentations. C'était vraiment intéressant. Je me demandais si, vivant au Québec et ayant 4 saisons, est-ce que vous avez pris en compte la question, le caractère saisonnier de l'endroit sur l'utilisation des ruelles et sur l'impact finalement aussi de l'engagement au travers de la saison, ou même quand on parlait des parcs, sur l'utilisation des parcs au courant de la saison qui change par rapport à on sort de l'hiver, les gens vont plus au parc, ils sont peut-être plus engagés ou veulent plus participer à la création de ruelles pour finalement perdre d'intérêt tout au long de l'été. Donc, c'est ça, cette question-là de saisonnalité, est-ce qu'elle a été prise en compte dans les recherches? Oui. Est-ce que c'est Mathieu, veux-tu répondre? J'avais compris que la question était spécifiquement pour l'utilisation des ruelles. Nous, non, notre enquête, on l'a menée en été. En fait, c'est ça. On n'a pas nous, ça a été mené à un moment précis dans le temps, puis on n'a pas pris en compte l'hiver. Okay. Merci. Et Yann, une réponse là-dessus aussi ou pas la même chose? Ça n'a pas été... C'est ça, c'est ça. Nous, on n'a pas fait une grille d'évaluation pour l'hiver, mais en fait, j'ai 2 choses à vous raconter. Bien, cette année, c'est très particulière. Mais les autres années, j'avais des étudiants qui ont regardé l'usage des parcs pendant l'hiver, puis il n'y avait pas un chat. Et donc, on a abandonné la question d'hivernité ou saisonnalité dans l'usage des parcs. Par contre, cette année, j'ai observé qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les parcs et dans les ruelles aussi. J'ai vu qu'il y a des ruelles qui étaient transformées en patinoires. Donc, ça vaudrait la peine, je pense, de revisiter cette question. Oui. Merci. J'ai une autre question de Gilda. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je te dis merci à Ian et à Hugo. Vraiment, le résultat, c'était très intéressant. Mais j'ai une question par rapport à les 2 arrondissements, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension et Rosemont. Tu as présenté que les deux arrondissements n'étaient pas significatifs par rapport les 2 facteurs morphologie et socio-démographique. Alors, à quel point vous, tu penses les 2 arrondissements sont assez, ils ont vraiment bien performé par rapport aux 2? C'est quoi ton point de vue? Bonjour, ben, je ne m'attendais pas à avoir mes étudiants à moi qui posent des questions. Parce que Mélodie et Guinda sont supervisés par moi. Merci Guinda. En fait, je ne sais pas, mais mon impression, c'est que il y a beaucoup de similarités entre ces 2 arrondissements au niveau politique. Et peut-être le fait que les 2 sont adjacents, les 2 sont voisins, fait que les gens, les résidents, mais aussi les gestionnaires de ce programme se partagent des informations pour accélérer ou faciliter la procédure d'un projet de ruelle verte.
ça se peut qu'il y a d'autres variables qu'on n'a pas prises en compte qui expliquent cette similarité entre les deux. Mais juste en me promenant dans ces deux arrondissements-là, je vois beaucoup de choses en commun entre ces deux. Merci. Merci. Joris? Oui, ben, merci pour ces présentations. C'était très intéressant. Puis moi, j'aurais une question sur ben, un peu comment ça se met en place, parce que la Ruelle verte, c'est un mouvement plutôt citoyen. C'est des gens qui s'organisent pour créer leur espace, alors que le parc, c'est plus généralement la ville ou une institution au-dessus qui vient. Fait que en ce qui concerne l'inégalité territoriale, me semble que la ruelle verte, ou en tout cas l'implication des citoyens ou la consultation des citoyens, la prise en compte de leurs besoins permettrait cette réduction de santé environnementale, d'inégalité territoriale. Puis donc, est-ce que ça a été pris en compte, le fait que quels citoyens ont accès à la possibilité de créer ou d'imaginer leur espace vert? Oui. Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour Mathieu, la question? Ou pour les deux? Un peu pour vous deux, parce que là, on voit qu'on parle des parcs et des ruelles vertes d'une certaine façon, et de l'impact finalement Est-ce que le projet est initié L'impact de la citoyens? gouvernance sur l'accessibilité, dans le fond, comment la politique publique puis la gouvernance d'initiation de création d'espaces verts va influencer la réduction ou non d'inégalités territoriales? Mais je laisse Mathieu répondre avant. Oui. Ben, je pense que ça appartient aux décideurs, à ceux qui font la planification, en fait. En ville, bon, c'est difficile des fois de reconvertir des espaces, de créer des nouveaux espaces verts. Il y a nécessairement ce défi-là. Mais oui, c'est quelque chose qui appartient aux décideurs de prendre en compte de prendre en compte le niveau socio-économique des populations locales, puis d'essayer d'augmenter peut-être l'accessibilité dans certains types de milieux pour venir compenser peut-être l'effet des inégalités sociales sur la santé mentale. Donc, on a ici un moyen d'intervention, en fait, qui nous permet de réduire. Et donc, moi, je pense que il faut essayer de verdir davantage, mais de verdir davantage dans certains types de milieux. Merci. Oui, en fait, merci. En fait, c'est ça le nœud de la guerre, je pense, parce que est-ce qu'on n'a jamais pris en compte des critères de la défavorisation dans la planification des espaces verts, que ce soit public ou semi-public ou parapublic, comme les ruelles vertes? Je ne sais pas comment ça se passe, mais ce que je sais, ça vient d'autres villes, c'est qu'en Europe, on a vu que tous les mouvements locaux, c'est-à-dire pour atteindre la durabilité, on doit se baser sur les mouvements locaux. Et ça montre que si c'est très fortement en lien avec les périodes d'austérité. Donc, c'est en résultat, le fait de déléguer certains aménagements publics aux citoyens, c'est un acte produit par le néolibéralisme, par le manque de financement public, et qu'il faut faire quelque chose pour réduire le fardeau, parce que ça peut être considéré comme une sorte de fardeau. On ne peut pas demander à des personnes âgées ou des familles super occupées à s'occuper de la ruelle verte ou du parc, etc. Donc, ce que j'aimerais envoyer comme message, c'est qu'il faudrait prendre en compte des critères d'équité. Et certaines villes aux États-Unis ont déjà fait ça. Donc, l'exemple que j'ai montré de Portland, quand ils ont vu que la répartition des bassins versants communautaires était inégale dans leur territoire,
ils ont fait des mesures pour augmenter, par exemple, ils ont finalement payé certains résidents dans les quartiers défavorisés pour qu'ils participent aux travaux de création des bassins versants. Dans la ville de New York, quand ils font des planifications de plantation d'arbres, ils ont toute une base de variables du recensement pour augmenter la présence d'arbres dans les quartiers défavorisés. Cela étant dit, quand on fait ça, il faut faire très attention pour ne pas faire augmenter trop la valeur des maisons ou le loyer parce que ça peut, il y a encore des signes de la gentrification verte, c'est-à-dire que quand on verdit un quartier, on peut créer la gentrification qui ensuite menait au déplacement, aux expulsions des résidents défavorisés. Donc, ce n'est pas simple, mais au moins, on sait où sont les problèmes. OK. Merci beaucoup. On atteint déjà un peu l'heure où on vous avait annoncé la fin, c'est-à-dire à 13h45. On a dépassé de 3 minutes, ce qui est un signe que c'était très intéressant. J'avais d'autres demandes de questions. J'avais moi-même des questions, mais ça va aller à une prochaine fois. Peut-être, on pourra vous réinviter. N'oubliez pas, à l'Institut, même nous avons bien sûr plusieurs mini-conférences que vous pouvez trouver sur notre site, mais je veux vous parler de la prochaine conférence inter-institut qui sera pilotée par l'Institut des sciences de l'environnement avec l'Institut international de Montréal pour discuter d'une même et seule crise en référence à la crise climatique et à la crise sanitaire. Donc, c'est un rendez-vous le 6 avril, aux mêmes heures qu'aujourd'hui, à moins que nos adjointes ne me corrigent. Ça m'arrive de me tromper dans mes heures. Sinon, j'aimerais beaucoup remercier Mathieu et Yann de venir nous parler de ça. J'ai trouvé personnellement ça vraiment intéressant. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de vous entendre, de voir vos travaux. J'ai compris que peut-être, Hugo, l'an prochain, tu vas venir nous présenter la suite de l'étude. Et je suis au courant plus, Mathieu, que tu en as d'autres qui s'en viennent de ce côté-là aussi. Alors, on est toujours content et content d'entendre ça. Je vous remercie à tout le monde d'avoir été là. On était pas mal en ligne, mais je suis consciente qu'on perd des gens maintenant parce que tout le monde a d'autres obligations, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que les mini-conférences sont enregistrées, sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'ISS. Et j'aimerais beaucoup remercier Marie-Audrey Ouellette et Kate Bouchard, qui sont les coordonnatrices de nos instituts respectifs qui ont organisé la conférence aujourd'hui, parce que sans elles, ça n'aurait pas existé. Est-ce qu'on peut vous voir, mesdames? En voici une. Alors, Kate Bouchard, qui est la coordonnatrice de l'ISS, et Marie-Audrey Ouellette, la coordonnatrice de l'ISS. Alors, voilà, je vous souhaite une excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye-bye.